Bonjour et bienvenue dans Apprentissage et pratique éclairée, le podcast où la recherche en sciences cognitives rencontre le terrain. Je m'appelle Alice Latimier, je suis docteure en psychologie cognitive et spécialiste de l'optimisation de l'apprentissage. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des chercheuses et des chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences cognitives, mais aussi à des enseignants et enseignantes, formateurs, formatrices, ingénieurs, conseillers pédagogiques, plus largement à celles et ceux qui font vivre l'éducation et la formation au quotidien, y compris dans les environnements numériques. Cela fait largement consensus que de bonnes conditions d'apprentissage sont essentielles, car elles permettent à la fois la réussite individuelle des apprenants et des apprenantes, mais favorisent aussi le progrès global de la société. Et si l'apprentissage est efficace, cela permet non seulement de développer des compétences, mais aussi de favoriser l'innovation, de renforcer la coopération entre les individus d'une société et plus largement de mieux s'adapter aux transformations rapides qui nous attendent. Au sein de l'agence Cogix, nous ouvrons les portes des laboratoires pour transformer les données de la recherche en sciences cognitives en véritables leviers d'action concrets pour les professionnels de l'apprentissage et de la formation. Bienvenue Laurent et Carole dans ce nouvel épisode d'apprentissage et pratique éclairée. Il y a des éclairages du terrain qui viennent vraiment, faire écho à ce qui est raconté dans les éclairages plutôt scientifiques, avec des exemples très concrets de projets ou de changements, de vision dans la formation professionnelle ou dans l'enseignement. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Pour qu'on puisse un petit peu mieux vous connaître, c'est de vous présenter en quelques mots, dire quelles sont vos fonctions, missions au sein du ministère de la Culture. Alors, bonjour, je suis Carole Bellet. Je suis responsable du laboratoire d'innovation managériale au sein du ministère de la Culture. C'est une entité qui est là pour accompagner les managers du ministère, quelle que soit sa structure ou son service, donc au sein du ministère, mais au sein de ses établissements ou ses services déconcentrés, donc en direction régionale. Et donc c'est à la fois les accompagner s'ils souhaitent faire une transformation en interne managériale, s'ils souhaitent mettre en place une démarche participative, mais aussi les accompagner pour les aider à découvrir de nouvelles façons de travailler, plus participatives, plus collaboratives, à travers soit des formations et un dispositif qui a maintenant 6 mois d'existence qui s'appelle le Campus des managers. Je travaille à la délégation ministérielle à l'encadrement supérieur et je mets en œuvre un dispositif qui s'appelle Parcours et Carrière et qui permet aux cadres supérieurs de bénéficier d'une évaluation collégiale de leurs compétences managériales. Et en parallèle de ça, j'interviens dans le cadre du campus. Je mets en place notamment beaucoup de groupes et de sessions de co-développement. Anciennement, j'étais chef du bureau de la formation professionnelle et du développement des compétences au ministère. La formation professionnelle, quelle est votre vision respectivement ? Autrement dit, à quoi sert-elle aujourd'hui ? Quel objectif elle cherche à remplir et elle doit remplir ? C'est peut-être pas forcément les mêmes réponses. La formation professionnelle, c'est avant tout un droit pour les agents publics et elle doit répondre, je dirais en première instance, pour l'employeur qui la finance, aux enjeux du poste. C'est-à-dire que, a priori, les agents qui prennent des fonctions doivent avoir les compétences associées et donc, si ce n'est pas le cas, se former pour les acquérir. Au-delà de ça, c'est aussi un droit en matière de gestion de la carrière, puisque on peut aussi, au cours de son parcours professionnel, envisager de changer de fonction et donc devoir acquérir de nouvelles compétences. Et là, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont mis en œuvre pour pouvoir le faire. Mais je dirais que globalement, la formation doit combler l'écart entre un profil des missions et un résultat escompté par l'employeur public. Donc c'est vraiment un outil d'articulation qui doit répondre aux enjeux de la fonction publique et aux enjeux de l'individu. Là, on se rend compte que la formation professionnelle aujourd'hui répond parfois à des choses qui manquent
dans la formation initiale. Enfin, nous, on a des personnes qui font des formations, qui passent des concours, qui font des formations a priori professionnalisantes. Et malgré tout, que ce soit les masters en management ou même les écoles, on va dire, de la fonction publique, la part donnée à certains sujets et en tout cas la manière toujours très académique de la formation aujourd'hui ne répond pas aux besoins. Pour moi, je pense qu'une des choses qu'il faudrait changer, c'est le fait que soit trop décorrélée la formation initiale et la formation continue. Formation continue devrait raffermir ou en tout cas approfondir ce qu'on a vu en initiale, et pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'elle comble des choses manquantes. Comment on pourrait faire en sorte que ce soit un tout cohérent, selon toi? Déjà qu'ils collaborent un peu plus et en travaillant avec certaines écoles, justement, on sent bien que c'est deux équipes, deux services qui discutent peu entre elles. Laurent peut-être confirmera, mais j'ai pas l'impression que la formation, le service formation du ministère soit en relation avec les formations initiales dans les écoles. En tout cas, pas toujours. Et en tout cas, pour certains métiers, elles sont vraiment liées plutôt aux métiers eux-mêmes et aux expertises des métiers. Donc voilà, il y a un endroit où on va dire l'ingénierie pédagogique priorisée, alors qu'un autre endroit, c'est plutôt le contenu qui est priorisé. Et donc voilà, il y a peut-être quelque chose à apprendre des uns et des autres. Oui, je pense que le lien existe évidemment, et puis l'organisation de la formation au sein du ministère est composite, puisqu'on a les formations métiers, on a les formations ressources, enfin il s'agit de métiers aussi, bien sûr. toutes les fonctions ressources. En tout cas, c'est plein de métiers, mais c'est très lié aux écoles de formation initiale, mais c'est vrai que la différence peut-être, c'est qu'en formation continue, on est en situation, on est dedans, on exerce son métier. Et donc, il y a sans doute quelque chose de plus pointu, plus pratique qui est à développer. Je ne sais pas si on peut totalement construire un continuum entre l'un et l'autre, parce qu'elle vise sans doute à atteindre des objectifs un peu différents. C'est-à-dire, en formation initiale, on va poser un socle minimal pour exercer un métier, et évidemment la confrontation à la réalité du terrain va jouer un rôle important, mais d'où l'intérêt aussi du développement en formation initiale, de tout ce qui est alternance, etc. Puisqu'on se rend bien compte que quand on est dans une salle de formation, on n'est pas en situation de travail, et que l'un et l'autre doivent s'articuler, s'apporter, on ne fait pas les mêmes choses. Mais d'où aussi les questionnements qui ont lieu partout, évidemment pas que dans la fonction publique, de la formation sur poste, etc. Donc on travaille à articuler ces deux aspects. Justement, on peut continuer de creuser un peu les problématiques avant qu'on aille davantage vers des solutions, en tout cas des manières de transformer la formation. De votre expérience, est-ce qu'il y a des pièges ou des écueils dans lesquels certaines structures peuvent justement tomber dans la manière d'envisager, de porter la formation, et qui va complètement réduire les bénéfices pour à la fois la structure elle-même et puis évidemment pour les individus? D'expérience, un des écueils pour moi aujourd'hui, c'est le manque de co-construction avec les personnes concernées. Avec des personnes, ou en tout cas qui connaîtraient le sujet ou qui le vivraient, et d'envisager avec eux, voilà, quelles sont les choses déjà dont vous avez besoin, ou quand il y a des personnes qui sont plus expérimentées, qu'est-ce que vous pensez que c'est important de transmettre. Voilà, il y a vraiment fait appel alors à des formateurs qui sont parfois sur le terrain, mais parfois plus du tout depuis longtemps. Et puis, malgré tout, ça permet de répondre vraiment aux besoins à l'instant T, qui peut différer très vite, en fait, puisque les outils évoluent, la société évolue, l'environnement évolue. Et puis à l'environnement où on est, en fait, parce que malgré tout, on est toujours sur une idée de formation type qui serait adaptable pour tout le monde. Et je vois particulièrement au ministère de la Culture, parfois, les gens regrettent et voire n'aiment pas cette formation parce qu'elle leur paraît hors sol par rapport à ce que c'est qu'être fonctionnaire ou travailler dans la culture. Alors parfois c'est des a priori, mais malgré tout, il peut y avoir une question de vocabulaire ou de choses qui sont très éloignées de la réalité. Donc permettre d'avoir au moins peut-être testé ces formations et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc il y a vraiment une attention, je pense, du bureau de la formation pour essayer d'avoir des personnes qui connaissent le ministère, mais parfois, en tout cas régulièrement, il y a encore des choses qui sont
un peu trop différentes. Et puis l'autre chose, c'est peut-être le rythme. On en reparlera après par rapport à ce que les sciences cognitives apportent, mais malgré tout, sans savoir ça, on sent bien que 2 jours de formation longue, trop dense, avec trop de concepts, de connaissances, en fait, déjà, ça ne fonctionne pas vraiment. On a tous ressorti une formation en disant c'était super, en ne l'appliquant jamais. Et surtout, ça peut en faire en sorte que les gens ne s'inscrivent pas parce qu'ils se disent non, ça va être. C'est dissuasif. Malgré tout, on a l'impression que ça continue. Voilà, il n'y a pas, il y a pas se dire bon, on va faire autrement, on va essayer de proposer autre chose. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de continuum de façon de format qui paraît, voilà, mais en tout cas les 2 choses et d'expérience pour avoir mis des choses différentes, pas assez s'adapter peut-être au rythme et aux possibilités, aux attentes, Au profil. au profil et voilà, enfin je pense qu'ils sont liés aux personnes qui travaillent en fait. Aujourd'hui c'est la personne qui veut se former qui doit s'adapter entre guillemets au format de la formation et pas l'inverse, ce qui est dommage. La formation professionnelle dans la fonction publique, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'est un droit, c'est un dispositif réglementaire donc, qui impose une organisation, qui impose des autorisations, etc., qui peuvent sembler manquer de souplesse. Dans ces démarches-là aussi, il y a évidemment les modalités d'achat public, donc les marchés de formation, etc., qui conditionnent. Le bureau de la formation fait un travail remarquable, je le dis parce que je l'ai vu de près et que c'est toujours le cas, mais pour essayer de réduire au maximum l'écart qu'il peut y avoir, et qu'évoque Carole, entre la proposition de formation, les besoins qui sont analysés et la proposition de formation. Mais disons que tout cet ensemble structurel fait que voilà, on peut arriver à des conclusions de ce type. Après, on essaie quand même d'adapter au mieux les choses. En termes de pièges ou d'écueils, dans cette démarche-là, moi, on va chercher des solutions dans la technologie. Et je ne suis pas certain, toujours, que ce soit extrêmement efficace. Alors, on essaie aussi d'individualiser les apprentissages, etc., en adaptant les modalités de formation, en proposant des modules accessibles en ligne. Dans la fonction publique, les agents ont accès, dans la fonction publique d'État, les agents ont accès à une plateforme qui s'appelle Mentor, qui permet d'accéder à beaucoup de modules d'auto-formation. C'est intéressant, ça apporte des éléments. De mon point de vue, il faut que ce soit articulé avec autre chose derrière, parce que voilà, ce n'est pas forcément suffisant pour transformer ça en compétences opérationnelles dans la situation de travail, mais ne peut-être pas trop s'appuyer sur la technologie, et surtout, mais ça anticipe ce qu'on va dire tout à l'heure à propos des sciences cognitives, ne pas considérer que les gens qui entrent en formation, leur cerveau fonctionne comme un microprocesseur d'ordinateur dans lequel on peut télécharger des trucs, puis 40 gigas d'un coup. Ça ne marche pas comme ça, on l'a vu, mais on va en reparler. Donc, revenir peut-être sur l'humain dans sa situation et comment les compétences peuvent s'ancrer. Il ne s'agit pas simplement d'entendre une information pour qu'elle devienne opérationnelle. Voilà, c'est un peu ça l'écueil, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser la solution comme étant par nature technologique, alors que ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, je pense qu'on commence à avoir du recul sur l'absence de bénéfice de tels dispositifs, parce que justement, comme tu l'as souligné, je peux avoir un intérêt fort, une appétence forte pour un certain nombre de modules, je les suis, mais ensuite, si j'ai aucune opportunité, occasion de pouvoir me servir de ce que j'ai vu, et d'avoir aussi la possibilité de recevoir du feedback sur ce que j'essaie de mettre en pratique, c'est super d'avoir eu l'intention, mais le passage à l'action, il a été complètement réduit. Donc, peut-être que vous pourriez nous parler des évolutions qui ont eu lieu au ministère concernant justement l'accompagnement des managers. Qu'est-ce qui a été transformé pour justement faire en sorte que ce soit plus optimal et qu'ils puissent pleinement continuer de développer leurs compétences et en développer de nouvelles? Encore une fois, l'idée, c'est de considérer que l'individu est dans un environnement, un écosystème dans lequel il a des ressources qui sont celles qu'on a évoquées,
la formation présentielle, formelle, etc., de l'auto-formation à travers cette plateforme, de la formation situation de travail, parce que tiens, je demande à un collègue qui vient m'expliquer. La formation situation de travail, c'est encore un dispositif particulier qui est un peu plus formalisé que ce que je viens de dire, mais en tout cas, voilà, il y a un ensemble de ressources. On a accès aussi à des ressources bibliographiques, on a un espace ressources qui permet de se documenter. Mais il manquait peut-être dans la réflexion et dans les besoins qui remontaient de choses qui articulent un peu tout ça ou qui viennent combler un espace non occupé entre tout ça et qui soient vraiment très opérationnels et qui permettent presque de faire de la dentelle, c'est-à-dire presque de travailler des micro-compétences liées à des situations particulières. Alors, en même temps, en disant micro-compétence, je pense au leadership derrière, qui est loin d'être une micro-compétence, mais qui demande à ce qu'on la travaille de façon très fine et sur la base aussi de ce qu'a pu développer le laboratoire d'innovation managériale. Et ce faisant, je passe la parole à Carole, et surtout des retours et des observations qui ont pu être faites dans le cadre des accompagnements du labo auprès des collectifs de travail, qu'a émergé l'idée de la mise en place d'un campus. Oui, en fait, l'évolution, en tout cas aujourd'hui, elle est liée à ce campus qui est né suite à des accompagnements. Donc, à force d'accompagner des comités de direction, des équipes, des managers, enfin, et de voir qu'il y avait à chaque fois certains sujets qui revenaient sur des choses qui ne mettaient pas en place, qui permettaient d'améliorer le fonctionnement d'équipe. Donc parfois, je leur disais, bah, pourquoi vous ne faites pas ça? Et en fait, ils disaient, bah, je ne sais pas faire, je n'ai pas appris. Donc je parle notamment par exemple, de feedback, ce genre de choses. Euh, et parallèlement, le laboratoire fait depuis 3 ans donne une formation sur l'intelligence collective et le mode de facilitation et le management participatif. Et il y avait certains sujets qui étaient évoqués, mais qu'on n'approfondissait pas par manque de temps. Il y avait vraiment une demande d'aller plus loin, de pouvoir vraiment à creuser ces micro-sujets qui étaient abordés ou ces outils qui étaient évoqués. Petit à petit, pour compléter ce qu'on faisait, pour que justement les accompagnements, une fois qu'on avait arrêté, que les gens puissent continuer, entre guillemets, à monter en compétences, et parce qu'en fait, il y avait aussi cette découverte qu'il y avait un besoin, en fait, réel, eh ben, on s'est dit, on va proposer ça. Donc, la spécificité du campus, c'est que c'est, comment dire, quelque chose qui est en perpétuel mouvement. C'est une programmation sur à chaque fois un trimestre, et on propose à la fois des ateliers, on appelle les ateliers apprenants, où vraiment c'est sur des formats de 2 heures et les gens vont travailler sur la question du feedback, de la motivation, du leadership, de la coopération, sur comment favoriser l'écoute active dans sa relation à l'autre, le management visuel. Donc voilà, il y a différents sujets. On propose aussi des séances de co-développement mais thématiques. Donc les gens viennent, ça peut être sur gérer son flux de mail, ça peut être animer une équipe projet, enfin voilà. Et donc les gens viennent sur ces sujets-là et puis ils choisissent une personne qui vient avec son cas particulier. Et on reparlera du co-développement, je vais laisser Laurent peut-être donner un peu plus de détails. Et il y a aussi ce qu'on a des serious games, puisqu'on en a quelques-uns, donc autour des biais cognitifs dans la collaboration, mais aussi sur les inégalités et aussi sur la charge mentale. Enfin, on en a vraiment plusieurs et on continue à en proposer. Et puis on a commencé à mettre en place des conférences avec des sociologues, des philosophes. On va peut-être faire des psychologues aussi. Enfin voilà, on essaie d'avoir des différents sujets sur des sujets qui sont liés avec la relation managériale. Donc tout ça avec des formats maximum 2 heures, parfois moins, 1 heure et demie. On se retrouve avec du succès, puisqu'on a en gros à chaque fois 4 demandes pour une place. Donc on gère un peu tout ça. Donc on a fait un premier semestre plutôt, on va dire, réussi. Et il y a des gens qui réclament la suite. Donc on a un petit enjeu. Et on réfléchit aussi à comment faire évoluer. Voilà, donc en plus des managers, il ne va pas rester tel qu'il est aujourd'hui. Il fera en fonction de ce qu'on découvre, de ce qu'on expérimente. Parce que c'est un peu de l'expérimentation. Donc c'est nouveau. Il y a beaucoup de gens des établissements publics
ils en profitent. Il y a aussi ça, le fait d'être mélangé, puisqu'en fait, voilà, la formation, il y avait beaucoup plus des gens du ministère et des gros établissements avaient leur propre formation. Donc, du coup, voilà. Donc là, il y a aussi ce côté On sort un peu de l'entre-soi. sortir de l'entre-soi, rencontrer d'autres, se rendre compte que sa situation n'est pas obligatoirement la plus difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des gens, même entre guillemets, qui sont pas dans la région parisienne, qui prennent le train parce que le sujet les intéresse vraiment. Et bon, après, voilà, effectivement, pour eux, c'est gratuit, ça c'est en plus. Et donc, voilà, on propose ça et certains de nos ateliers permettent aux gens ensuite d'avoir envie d'aller s'inscrire en formation professionnelle parce qu'ils ont envie d'aller plus loin sur le sujet, puisque pour l'instant, c'est plus un peu une idée de les sensibiliser, de leur faire prendre conscience de peut-être des questions qui ne se posaient pas ou de choses qu'ils ne savaient pas. C'est un petit peu ça, même s'ils repartent quand même avec des nouvelles compétences. Et on se base vraiment sur l'échange entre eux pour que ça fonctionne. Donc, c'est un peu la nouveauté. Est-ce que tu voulais ajouter certaines choses peut-être sur les parcours nouveaux managers, Laurent? Ce qu'on a souhaité mettre en place au bureau de la formation à l'époque où j'y étais, mais ça perdure, donc je pense que c'est un dispositif qui répond aux besoins, c'est effectivement de proposer un parcours aux personnes qui prenaient pour la première fois des fonctions managériales. C'est une obligation réglementaire, encore une fois. L'employeur public doit former les agents qui prennent pour la première fois des fonctions d'encadrement. Et donc, on a construit un parcours à partir du plan de formation, en disant voilà les étapes indispensables, mais qui permettait aussi de suivre le manager sur la durée et d'alterner des temps de formation, de mise en pratique en situation de travail, revenir en formation, etc. Et dans le cadre de ce parcours, on a proposé des séances de co-développement. Alors le co-développement, c'est pas nouveau, ça date de la fin du siècle dernier. Ça a été conçu au Canada et ça s'est développé ensuite, et on le développe, nous, de plus en plus au sein du ministère, avec l'appui notamment de la direction interministérielle de la transformation publique, qui forme des animateurs de co-développement. Et on le développe parce que ça fonctionne très bien, sur un temps relativement court, et ça donne un cadre extrêmement structuré. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode, mais ça donne un cadre extrêmement structuré pour obtenir les meilleurs résultats possibles de l'intelligence collective. Et ça développe une habitude, je le vois moi dans les groupes de co-développement, on fait des sessions qui peuvent être thématiques, ponctuelles, une fois, etc. Mais on a aussi des groupes de co-développement, des groupes de métiers, où ça développe une solidarité entre les participants qui est assez remarquable, notamment quand on a des participants dont les fonctions sont, ou en tout cas comprennent une composante solitaire assez importante, quand on est à des postes de direction. Des fois, on est bien seul. On est isolé, ouais. Voilà, devant la situation, les décisions à prendre, etc. Et de savoir que d'autres personnes sont dans la même situation que soi et surtout peuvent régulièrement contribuer à m'aider comme moi je vais les aider ensuite, ça fonctionne évidemment très très bien et on a d'excellents résultats. Et justement, les sciences cognitives, vous avez cherché à implémenter les résultats, les connaissances que l'on a sur le fonctionnement du cerveau dans vos différents dispositifs. Comment vous avez converti en fait ces résultats de la recherche à l'intérieur de vos dispositifs, très concrètement? C'est important de voir aussi pourquoi les sciences cognitives. C'est-à-dire que l'idée du campus, d'emblée, c'est créer quelque chose qui offre des formats différents, qui se baserait sur les sciences cognitives. C'est un peu un pari presque, mais qui n'était pas juste, on va dire, une idée folle, mais vraiment, c'est le laboratoire d'innovation. Donc déjà, c'était essayer de trouver autre chose, puisque ça marche plus très bien, ou moins bien qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on peut faire de
mieux. Et les sciences cognitives permettaient de mettre un cadre, en fait. Je pense que c'est quelque chose dont je suis persuadée, c'est quand on expérimente, quand on innove, il faut d'autant plus un cadre. Donc ça permettait vraiment de mettre un cadre. Et au-delà du cadre, et ça, je ne sais pas comment dire, je trouve que ça, l'effet bénéfique, c'est que ça donne une légitimité aussi à des choix de modalités dont on est persuadé, on va dire nous-mêmes. En plus, les sciences cognitives ne font que renforcer l'idée que c'est la bonne idée, mais justement de passer par les sciences cognitives et dire, bah voilà, on sait aujourd'hui que si on le fait de cette manière-là, voilà, pour Ça va être avoir, plus efficace. ça sera plus efficace. La formation sur l'intelligence collective, s'il a fallu réexpliquer au début, mais maintenant, personne ne remet en cause, c'est 4 fois 3 heures. Et vraiment avec un refus de faire 2 jours. Et donc là, ça permettait de dire, bah oui, en fait, ce type de format-là, ça fonctionne parce qu'on prend le temps de réfléchir entre plusieurs séances et on remobilise et c'est vraiment important. Donc, je pense qu'il y a ça et ça a été un guide sur réfléchir pour qu'il y ait une cohérence globale dans le choix des formats, des sujets, quel sujet va avec tel autre, au-delà du fait du déroulé lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, on s'est dit qu'il faut que ce soit expérientiel. Donc on a quand même 5 principes sur lesquels on essaye d'être le plus pertinent possible. Là, on va avoir un bilan, on sait quel est celui des principes on va dire, qui a besoin d'être le plus musclé et qui aujourd'hui ne fonctionne le moins. Donc, mais on ne se dit pas c'est un mauvais principe, on se dit plutôt ok, ça veut dire que nos ateliers, nos formats peuvent être modifiés encore. Et surtout, c'est essentiel ce côté expérientiel où on sait que ça apporte des choses. Le côté échange entre pairs aussi, on entre en plus des autres. Effectivement, le côté besoin d'une disponibilité, donc pas trop longtemps, pas plus de 2 heures, que les gens s'inscrivent parce qu'ils ont le choix. La simplicité de l'inscription aussi, malgré tout, on sait, c'est comme ça, quand on s'inscrit à une formation, il faut la validation de sa hiérarchie, il faut remplir un formulaire, on reçoit enfin, c'est tout un... Voilà. Là, les gens choisissent, ils sont pris ou pas pris, parce qu'effectivement, on est obligé de refuser du monde, ils reçoivent un mail, une invitation, et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment... Tout ça, ça joue. Et honnêtement, encore hier, pour avoir moi-même animé un atelier, j'ai eu un retour très surprenant, puisque en tenant ces principes autant que possible, parfois on peut se dire que le contenu est plus léger, peut-être trop léger, mais malgré tout, moi j'ai eu un retour dur. Il dit, mais en fait c'est la première fois que j'ai une formation où on laisse autant d'espace aux personnes formées. Le fait que les gens aient pu échanger, donner leur... voilà, et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, oui, et en plus, certains ont contredit, parce qu'il y avait des outils qui étaient présentés, et quelqu'un a critiqué les choses, a fait un retour d'expérience négatif, et ça n'a pas été sanctionné, et j'ai pu le faire, et on s'est senti libre, et c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, pour moi, ça fait vraiment partie, je préfère donner un exemple concret des apports des sciences cognitives. C'est-à-dire que nous-mêmes, je pense que ça nous oblige à garder un cap, que peut-être sous la pression, parce que régulièrement ils veulent plus longtemps, ou ils veulent plus de contenu, etc. Donc dire, bah non, en fait, vous en voulez plus, et ben on fait un deuxième, on va rajouter, c'est ce qu'on est en train de réfléchir, un nouveau format supplémentaire pour pouvoir approfondir si vous le souhaitez, et du coup remobiliser les choses, mais c'est pas en rajoutant plus de contenu ou d'informations que l'atelier sera plus pertinent, bien au contraire. Moi, c'est parti d'un constat qui est une des formations les plus demandées, c'est la formation Excel de 2 ou 3 jours. Voilà, pour des raisons peut-être évidentes. Et je pense que c'est une des moins efficaces parce que, évidemment, pendant 2 jours, je vais voir plein de fonctionnalités d'Excel et puis une semaine après, je vais me retrouver dans mon tableau et je ne saurais plus comment faire parce que précisément la fonctionnalité dont je vais avoir besoin, c'est celle que j'ai oubliée, mais je me rappelle bien de l'autre dont je ne vais jamais me servir. Voilà. Donc c'est à partir de ce constat-là que j'ai commencé à me dire il y a un problème. On a essayé d'avoir des propositions alternatives et notamment de mettre en place une sorte de docteur Excel, c'est-à-dire d'un collègue du ministère qui maîtrise
vraiment très fort Excel et qui prenaient rendez-vous avec les gens qui avaient besoin. Les gens venaient avec leur ordi, Une leur hotline, quoi. tableau, et voilà, avec le collègue venait. Donc, c'est un dispositif qui n'a pas forcément perduré parce que c'est très lourd à mettre en place. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire on avait déjà ça, le temps très court, c'était 1 heure. On avait déjà une forme d'individualisation et je viens avec mon problème et je repars avec ma solution et qui n'est pas forcément la solution, celle de l'ensemble du groupe dans une formation formelle. Donc voilà, on avait déjà ces choses en place et travailler sur le campus, la charte du campus, en s'appuyant sur ce que les sciences cognitives nous apprennent, ça a permis de formaliser ça. La durée, prendre les gens d'où ils viennent, où ils sont, en même temps utiliser l'énergie, la dynamique du groupe pour créer quelque chose que seul on n'arrive pas à créer. Enfin voilà. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble. C'est le. Alors là, l'image du mur est plus très bon, mais en tout cas, c'est le bâtiment, la construction qu'on fait à partir de toutes ces briques et qu'on fait tenir. C'est ça qui est intéressant. Et à très court terme, quels sont selon vous les grands enjeux, les grands défis auxquels on va être confronté et qu'il va falloir adresser en fait dès maintenant, qui peut mettre en péril la montée en compétences, en tout cas à quoi les structures, notamment du public, vont devoir être vigilantes et pas que du public? Les défis, je pense que c'est précisément de construire les modalités de développement des compétences à partir de, comment dire ça, ça peut sembler un peu impensif, mais je crois que c'est vraiment important, à partir de ce qui fait de nous des êtres humains en fait, c'est-à-dire de laisser à la technologie ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire, et on ne va pas entrer dans les questions d'intelligence artificielle, etc., mais ça pose cette question-là aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, et derrière ça, il y a un grec ancien assez connu qui a dit l'homme est un animal social. Moi, je considère que la fonction managériale, être manager, c'est être responsable d'une relation. Pour moi, la relation, elle est au cœur du sujet. Et donc, pour entrer en relation, pour entretenir et faire en sorte que la relation avec mes collaborateurs soit fructueuse et avec ces enjeux de performance derrière, évidemment, eh bien, j'ai besoin de compétences qui sont proprement humaines, qui peuvent passer par l'émotion, et je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment l'émotion, alors particulièrement dans la fonction publique, on a tendance à... On est des agents, on fonctionne... Bon, voilà, ça ne nie pas l'humanité des gens, mais on a tendance à dire, ben voilà, on ne fait pas dans l'émotion. Je pense qu'au contraire, on a ce défi que tu évoques, c'est peut-être ça, c'est comment intégrer au moins l'émotion dans ce qu'on fait, parce que c'est pas parce qu'on la met de côté qu'on la ressent pas en fait, et c'est ça qui peut générer après du malaise, une perte de sens, etc. Donc je ne vais pas trop non plus centrer là-dessus. L'émotion, c'est un des aspects de notre humanité, mais pas que. Après, il y a aussi toutes ces questions, et c'est vraiment un enjeu crucial dans la transition managériale qu'on essaie de mener et qu'on doit mener, parce que l'enjeu et le défi à venir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a parlé de transition écologique, on a parlé de transition numérique, oui, mais il y a aussi une transition managériale mais phénoménale, colossale, qui est à mener. Et je pense qu'elle passe par cette approche particulière de ce qu'est entrer en relation, créer une relation, à travers ce qui fait de nous des êtres humains, et pas juste des gens qui fonctionnent, quoi. Je pourrais continuer des heures là-dessus, mais on n'a pas le temps. Je pense que, en tout cas, sur la formation ou sur ces sujets-là, il y a plein de sujets. J'en ai parlé de la formation initiale, mais quand même, pour voir connaître des personnes qui sont à l'université, les cours magistraux, ils se disent, de toute façon, j'ai mon cours qui est sur mon Moodle, je peux y avoir sur mon ordinateur, donc j'ai pas besoin d'y aller. Il y a des choses où il y a des gens, je pense qu'il y a des endroits où on essaye de faire évoluer. En tout cas,
je dis d'autant plus qu'on vient me chercher pour Mm. réfléchir à ça, etc. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent à ça. Donc, c'est en cours d'évolution. Mais vraiment, comment réussir quand on est à un endroit où, en fait, on peut trouver les connaissances un peu tout seul, facilement, ce qui n'était pas le cas avant. Comment réussir à continuer à faire comprendre que c'est important, ces moments collectifs d'apprentissage, et que les personnes puissent se former. Peut-être aussi parce qu'on est dans une société qui est plus dans ce sens-là aujourd'hui, laisser un peu plus de choix, d'agilité dans les parcours, même dans les formations, même les plus académiques, hein, de dire bah, celle-là peut-être que ceux qui souhaitent peuvent avec des options, etc. Enfin voilà, quelque chose de plus souple. Parce que les sociétés évoluent et que nos pratiques évoluent. Je pense il y a besoin de ça, et sur la formation professionnelle, sur le management d'autant plus. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment une question de réfléchir au format et peut-être réfléchir à... Parce que cette idée de il faut partir, reconstruire avec des personnes concernées, etc., je pense que certains le font. Il y a une vraie réflexion, il y a un recueil des besoins qui se fait alors qui est pris plus ou moins en compte. Mais aussi réussir à internaliser les choses de façon intelligente, et faire en sorte que ce soit aussi cet échange entre pairs, cet apprentissage entre pairs, il se fait parce que la personne qui forme, c'est aussi une personne qui fait partie du Mm. métier. Mm. Et donc, comment réussir à avoir à la fois ses regards extérieurs et ses regards internes. Je Mm. pense que on réfléchit pas assez à ça. Enfin, personnellement, je pense qu'on devrait. On le fait que sur des pures questions de métier, mais sur qu'est-ce que c'est que travailler dans cet environnement-là, on le fait pas assez. De qu'est-ce que c'est y travailler, comment on manage, comment on fait, qu'est-ce que c'est être directeur, qu'est-ce que c'est. Enfin voilà, des choses comme ça. Je pense que pour moi, c'est un peu l'avenir et peut-être aussi tenir un peu plus compte de ce que les gens savent, puisqu'aujourd'hui, on sait beaucoup plus, à mon avis, qu'il y a 20 ans, 30 ans, grâce Mm. à Internet, etc. Enfin voilà, donc il y a des gens mais ils n'ont pas expérimenté. Et effectivement, le défi, alors je dis ça parce qu'en plus, il y a un an, je crois, on avait vu une conférence sur le sujet, comme si c'était le grand défi, donc alors que pour nous, ça nous paraissait presque normal, c'est ce côté expérientiel. Comment on fait en sorte que dans ces formations, on expérimente déjà qu'est-ce que ça donnerait. On met les gens en situation, mais vraiment pas une fausse situation, etc. Mais comment leur fait tester les choses, mais en lien avec leur réalité et pas des mises en situation factices. Et je pense que ça, c'est ce qui ancre le plus les choses. Et puis l'autre enjeu, c'est qu'effectivement, les sciences cognitives irriguent beaucoup plus la formation en général. Ça serait bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à apporter. Et on a découvert en travaillant avec toi que y a des choses qu'on sait depuis très longtemps. C'est pas une nouveauté. Et pourtant, on n'en tient pas vraiment compte. Donc pour des raisons effectivement organisationnelles, mais aussi culturelles. Voilà, je pense que on voit même les épreuves de concours où on n'est pas assez en situation, on juge sur les connaissances, sur ce que les gens savent, mais pas sur ce qu'ils savent faire Faire. ou savent Ouais. être, Mm. et comment travailler avec les autres, etc. Donc on a des surprises, il y a des gens qui vont être très bons résultats au concours, puis en fait, une fois qu'ils sont sur leur poste, Contexte. voilà, donc tout ça, voilà, je pense que les défis sont là, sur cette évolution-là. Moi, je reste confiante. Mais ça demande quand même de bousculer des certitudes, je pense, et des habitudes. Est-ce que vous auriez des conseils, recommandations, ou en tout cas des choses que vous aimeriez, des messages que vous aimeriez transmettre à d'autres professionnels comme vous, qui peuvent être au début de la réflexion de comment transformer, changer, modifier. On voit que c'est quand même un cheminement assez long terme, hein, ça date pas d'hier que vous avez pris en charge ces sujets, ces évolutions. Est-ce que vous avez envie de partager des conseils en particulier? Ben, je sais pas, le premier conseil, c'est peut-être, encore une fois, c'est dans le prolongement de ce que dit Carole, c'est de partir du vécu sensible, en fait, des gens en situation. C'est-à-dire, pour dire ça de façon un peu caricaturale, c'est de construire le dispositif autour de la personne et pas faire entrer
de force la personne dans un dispositif préconstruit. Mais ça peut s'étendre aussi à toutes les représentations qu'on peut avoir du travail, de la fonction managériale, du cadre dirigeant, etc. Il y a ne pas vouloir se conformer à un modèle qui serait un peu idéal, mais construire à partir de ce que je suis, mon modèle à moi. Je pense qu'on on aura de bien meilleurs résultats plutôt que de malmener les gens à être ce qu'ils ne sont pas vraiment, quoi. Donc, mais entre ces deux extrêmes-là, il y a effectivement plein de nuances. Et encore une fois, toutes les modalités de développement des compétences peuvent contribuer à ça. Mais moi, je dirais, enfin, un conseil, c'est de partir des individus, partir de la personne, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle sait, etc., pour construire des dispositifs qui lui permettent de grandir, quoi, enfin, de se développer. Peut-être plutôt que de penser à ce dont l'organisation a besoin, partir de ce que... Oui, c'est ça, parce qu'encore une fois, on n'est pas des machines, c'est-à-dire je pense qu'il y a une vraie, et je ne vais pas revenir sur l'IA, mais le développement exponentiel de l'IA nous interroge là-dessus. Quel est notre rôle à nous, finalement? Est-ce que j'ai besoin du savoir que l'IA peut me donner en 30 secondes, ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Et cette autre chose, c'est quoi? Et cette autre chose, il me semble, mais je ne suis pas le seul, c'est pas très malin de dire ça, c'est profondément humain. Avec tout ce que ça peut avoir d'irrationalité, d'imprévu, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est notre ressource principale qui sera a priori, non, qui sera jamais remplacée par quoi que ce soit, c'est ça. C'est ça. Et je pense que oui, en fait, il faut faire confiance aux stagiaires. Enfin, en gros, quand on dit stagiaire, enfin, en tout cas aux participants. Ouais, bien sûr. Et se dire qu'il a des choses à dire, il sait des choses et parfois il ne le sait pas. Ça a été théorisé, mais voilà, il ne sait pas qu'il sait. Et donc, et c'est tellement plus, on va dire, enfin, opérant que ce soit lui-même qui te dit, mais en fait, je sais, et du coup, vous me rajoutez quelque chose. Et même de savoir qu'on sait, voilà, je pense que, et régulièrement ça arrive dans nos ateliers au campus, où les gens disent, mais en fait je le faisais sans le savoir, mais le fait que ce soit formalisé, le fait d'y mettre des mots, tout d'un coup je le maîtrise. Enfin, c'est vraiment ce sentiment-là. Je pense que s'il devait y avoir des conseils, c'est de tester déjà. Si quelqu'un voilà, est plutôt dans un cadre où c'est très formalisé, et ben tester un format, juste voir ce qui se passe, voir comment ça réagit. Et s'ils ont une intuition qu'il y a un sujet qu'ils n'arrivent pas à traiter ou qui intéresse particulièrement, que les gens, essayez vraiment de le traiter et de voir ensuite. Enfin voilà, donc d'oser tester, voir ou alors intégrer dans une formation classique un moment différent. Une séance de codev l'après-midi ou quelque chose où là tout d'un coup on casse un peu ce côté descendant et sachant, parce qu'il y a aussi la posture du formateur qui est très importante. Nous on a vraiment mis en sorte qu'on a rédigé que le formateur et les intervenants ont un guide d'intervenants et ils savent qu'ils doivent être facilitateurs, et c'est pas la même chose. Et il y a encore des formateurs qui sont dans une posture de sachant et il y a encore des participants qui s'attendent et qui considèrent que le formateur est sachant. Donc ça, c'est aussi important, je pense. Et peut-être la dernière chose qui me paraît très importante, au-delà de tester, de faire confiance, c'est de se permettre de se tromper, en fait. Enfin, voilà, ça va avec le test, hein, mais de se dire que voilà, cette formation, elle peut ne pas être la bonne et de la changer derrière. Donc ça permet effectivement, ça nécessite d'avoir une souplesse. Mais malgré tout, justement, est-ce que si on va vraiment sur du concret, est-ce que dans nos marchés, est-ce que dans nos cahiers des charges, on peut pas mettre, comme nous on l'a fait, qu'il y a des tests et que on peut modifier. Enfin voilà, réfléchir aussi à une autre mode de cadre. Je pense que la contrainte n'empêche pas De cette faire évolution. et de tester. Elle est vraiment nécessaire. Cette évolution, et si on veut continuer à avoir
des personnes qui viennent. En tout cas, il n'y a pas de recette, si ce n'est celle de permettre aux personnes de parler entre elles et de tester les choses, de les expérimenter. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'apprentissage et pratique éclairée. Ce podcast fait partie des actions de sensibilisation portées par Cogix dans le cadre du projet Siconum, soutenu par l'État dans le programme France 2030 opéré par la Caisse des dépôts. Le projet Siconum, qui réunit 17 partenaires, dont l'agence Cogix, vise à intégrer les apports des sciences cognitives dans l'éducation numérique afin d'améliorer les méthodes d'enseignement et les outils d'apprentissage. Cogix est une agence de conseil et de formation qui mobilise les sciences cognitives pour adapter le travail au fonctionnement humain. Elle accompagne les organisations en s'appuyant sur la compréhension des mécanismes cognitifs et sociaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes.